So thank you very much to Omar Bakshi for this talk. J'aimerais maintenant présenter nos deux prochains intervenants, en français cette fois, Thomas Hirschhorn et Natascha Petrezin-Bachelez. Thomas Hirschhorn est un artiste suisse qui réside désormais à Paris. Il a exposé dans de nombreux musées et galeries et a notamment participé à la Biennale de Venise à 2 reprises, aux Biennales de Shanghai et de Sao Paulo ou encore à la Triennale du Palais de Tokyo. Le nom de cette conférence est en fait « What I can learn from you, what you can learn from me » et c'est un hommage direct à l'œuvre de Thomas Hirschhorn puisque « What I can learn from you, what you can learn from me » est un workshop qu'il a initié au Canada qui vise à créer un espace d'échange où chacun pourrait transmettre ses savoirs et ses compétences et transmettre son histoire également. Et donc nous souhaitons encore une fois remercier Thomas Hirschhorn pour nous avoir prêté ce nom et pour sa présence aujourd'hui. Merci également à Natascha Petrezin-Bachelez, qui est donc la deuxième invitée de cette table ronde. Natascha Petrezin-Bachelez est une commissaire d'exposition indépendante ainsi qu'une éditrice et écrivaine. Elle a notamment co-dirigé les laboratoires d'Aubervilliers, qui est un lieu de recherche et de création où art et citoyenneté sont indissociables. Natascha Petrezin-Bachelez est également cofondatrice du réseau d'institutions artistiques Cluster et aujourd'hui elle est rédactrice en chef de la revue en ligne L'International et prépare la Biennale Contour en Belgique. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence. Je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravie de l'invitation de Thanks for Nothing, aussi que ravie de toutes les actions que ce collectif a déjà menées il y a maintenant bientôt 1 an. On n'a pas vraiment prévu une structure très organisée avec Thomas. On a eu le plaisir de converser en public il y a maintenant un peu plus qu'1 an, ici à Paris. Et je vais me permettre de faire une introduction un peu personnalisée de ce que la pratique de Thomas, en fait, quel impact elle a eu à moi, à ma génération de commissaires. Et puis, Thomas va présenter quelques projets et surtout la façon dont il travaille, parce que je trouve qu'aujourd'hui, dans ce que nous parlons ici, c'est l'intersectionnalité entre l'art et philanthropie, si je peux employer ce mot cette notion qui est très importante aujourd'hui, qui vient surtout des sciences sociales et surtout du féminisme, et particulièrement féminisme transnational, féminisme afro-américain, et qui désigne en fait ces croisements où nous parlons en même temps des conditions et des situations où les questions de la race, de classe, de sexualité, du genre se entrecroisent et ne peuvent pas être regardées l'une sur l'autre sans être regardées en même temps, donc simultanément. Et donc pour moi, Thomas, c'est un artiste intersectionnel, voilà, qui a en fait, c'est un artiste, un écrivain, un chercheur, qui nous a, à travers, maintenant ça fait longtemps qu'il a fait déjà ces projets où il a essayé d'explorer les espaces d'art, des espaces qui ne sont pas normalement inclus et qui ne font pas normalement le circuit habituel du monde de l'art contemporain. Donc aussi cette bubble que nous appelons le monde de l'art contemporain est quelque chose qui est extraordinairement artificiel et que dans les situations comme la nôtre aujourd'hui et dans les situations avec les pratiques des artistes comme Thomas, on se rend compte de ce besoin où nous regardons l'art en tant que partie intégrale de la fabrique sociale, qui est la société et qui sommes nous tous et toutes inclus. Donc moi je viens de Slovénie, de Ljubljana. Je vis à Paris depuis 13 ans, donc voilà mon accent. Je suis très très souvent demandée de mon accent et d'où je viens, ici à Paris surtout. Et voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir, je prends beaucoup de plaisir de d'abord demander s'ils connaissent où se situe la Slovénie, mais bon, c'est une discussion à part.
Avant que je suis venue à Paris, j'étais très impressionnée. On a beaucoup parlé de la pratique de Thomas dans mes cours sur le commissariat que j'ai pris en Slovénie et ensuite à Amsterdam, notamment de son projet que Thomas a fait en 2002 pour Documenta à Kassel. Et puis une suite de ces projets qui a été aussi menée au laboratoire d'Aubervilliers, que j'ai eu ensuite l'honneur de co-diriger pendant 3 ans. Et c'était pas à ce moment-là, donc Thomas a fait le projet bien avant que je suis venue là, mais c'était un lieu mythique pour moi, justement à cause de ton projet, Thomas, qui était le musée précaire Albinet. Et c'était un projet qui a été mené pendant plusieurs années avec une volonté incroyable, pas seulement de Thomas, mais de plusieurs personnes qui ont été impliquées à faire venir les objets d'art de la collection de Centre Pompidou à un endroit construit entièrement par un groupe des habitants d'Aubervilliers que Thomas a ensemble avec eux créé l'espace, les conditions, le discours autour de ces objets et surtout les négociations qu'il a menées pour que ce projet a pu avoir lieu. En fait, pour moi, tout ça, c'est en fait ce que nous pouvons appeler aujourd'hui que c'est le processus artistique. En fait, ça commence avec une idée, ça commence avec une volonté, ça commence avec un intérêt et une détermination et un regard que Thomas porte surtout et qu'il écrit beaucoup dessus, qui est ce regard sur ce que tu appelles l'universalité, où tu entrecroises les notions de justice, l'égalité, la question de l'autre et la vérité. Et je trouve que ce qui est dans ce projet-là qui a été mené à Aubervilliers, et puis dans beaucoup d'autres lieux où Thomas chaque fois en fait essaye de comprendre qu'est-ce que c'est le public à qui il s'adresse ou qui pourrait s'intéresser à l'art tout simplement ou à ses projets à lui. C'est toujours cette question d'un public qui est, comme il appelle, non exclusif. Et même si tu emploies ce mot, l'universalité, je trouve que tu crées avec ces projets une tension très créative et très, très importante qui témoigne du fait que l'universalité, elle est, comme Donna Haraway dit, elle est située. Elle doit être située, sinon elle n'est pas tangible. On ne comprend pas de quoi il s'agit si elle n'est pas ancrée, si elle n'est pas enracinée, comme on dit. Pour rappeler aussi ce que Thomas a fait, parce que Amar nous a parlé de son voyage en dehors de l'Amérique pendant la gouvernance de George W. Bush. Quand Trump a été élu, il y aura bientôt maintenant 2 ans, pardon, déjà, toute une éternité, il a eu ce même jour de l'inauguration, le 20 janvier 2017, il a eu une exposition à Kunsthalle Aarhus. Et nous avons reçu un email, j'ai ici une toute petite print, voilà, je devrais faire plus grande, désolé, qui disait qu'il va faire un acte de non-compliance, act of non-compliance on Inauguration Day. Donc il appelait pour se mettre en strike, en grève. Donc on fait évidemment un clin d'œil aux Sciences Po ainsi qu'aux autres universités et les étudiants et les étudiantes qui témoignent leur engagement en ce moment, qui est aussi très important. D'où nous nous rencontrons ici aujourd'hui, dans ce lieu changé. Et donc il a dit que avec le soutien de la Kunsthalle Aarhus, ce jour-là, tu as décidé de ne pas faire ce que tu adores de faire, donc de ne pas faire de l'art. Et
si nous connaissons un peu l'histoire de l'art contemporain, il y avait des moments où les artistes se sont mis en grève. Il y avait justement donc, cet artiste qui est déjà décédé, Gustav Metzger, qui a beaucoup parlé aussi de l'importance de la grève. Mais cette geste-là, elle était donc soutenue par ce moment catastrophique de 20 janvier 2017. Et je vais pas prendre plus de temps, je vais revenir avec quelques questions après cette très fragmentée présentation, mais juste pour dire à quelle ampleur en fait cette pratique de Thomas et surtout son énergie incroyable a eu l'importance pour ma génération des commissaires et des artistes. Et donc je suis très très honorée encore une fois de partager le podium avec toi. Merci beaucoup Natacha, comme toujours, envolé et sensitif. Merci beaucoup de m'avoir invité. Thank you for nothing. Je suis fier que vous avez utilisé What can I learn from you? What can you learn from me? Qui est en fait un titre d'un travail que j'ai fait récemment. Et je voudrais, avec quelques images, vous expliquer ce travail. J'ai été invité par le musée Remake Modern, un tout nouveau musée qui vient de s'ouvrir en octobre, de faire un projet à Saskatoon, au Canada. Ils m'ont invité parce qu'ils connaissaient mes projets présence et production, c'est-à-dire là où je suis présent tout le temps et je produis quelque chose. Saskatchewan, c'est la région au Canada, au milieu du Canada. Saskatoon, c'est pas le chef-lieu, mais c'est la ville la plus importante. Il y a environ 1 100 000 habitants à Saskatchewan, qui est beaucoup plus grand que la France. Il y a la particularité qu'à peu près 15% des habitants sont ce qu'on appelle les First Nations ou les Métis People. C'est les aborigènes des Canada. Saskatoon, c'est une ville de 300 000 habitants. Ici, on voit, c'est le river, le fleuve qui s'appelle Saskatchewan River, qui le traverse. Et donc, dans cette ville, il y a environ de 10 à 15% aussi des First Nation people qui habitent. Les autres habitent dans d'autres villes au Canada ou dans les réserves. Saskatoon, c'est une ville assez moderne, assez moderne. Et moi, quand je suis allé 2 fois pour faire ce que j'appelle le field work, c'est-à-dire essayer de me rendre compte un peu de qui habite là, j'ai rencontré des associations, j'ai rencontré des gens qui s'occupent des centres sociaux, qui s'occupent des différents centres culturels, socioculturels. C'était pour moi le moyen de me rendre compte un peu qui fait la population de cette ville de Saskatoon. Moi, j'ai pris toujours un notice bloc et j'ai noté dans les conversations, j'ai fait plus que 50 conversations avec des groupes ou des gens et j'ai noté ce qu'ils me disaient, je pose des questions, par exemple, qu'est-ce que vous attendez d'un musée, qu'est-ce que pour vous est un musée, etc. Je savais qu'il y a des First Nation people à Saskatoon, comme je vous ai dit, mais là où j'étais vraiment frappé, c'est quand j'ai visité, entre autres, des lieux comme celui-là, ça s'appelle Friendship Inn. C'est comme ici, on dira, c'est là où on peut manger gratuitement à midi. C'est comme les restos du cœur. Et là, j'ai vu 95% sont des First Nation people qui sont ici, qui mangent gratuitement. Et moi, ça m'a frappé, et c'était un choc visuel pour moi. Et évidemment, je ne savais pas quoi faire avec ça, avec cette visuel choc.
que j'ai ressenties. Je voudrais vous montrer deux schémas, ou oui, le premier, c'est à peu près 4% des habitants du Canada sont First Nation ou Métis, et 23% sont de la population carcérale. C'est juste un chiffre. Et aussi, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont dans les prisons, des femmes aborigènes. Et je voudrais montrer un autre schéma, c'est celui-là. Là, c'était un sondage auprès des peuples indigènes, et on leur a demandé par rapport à est-ce qu'ils ont confiance en le système judiciaire, et il n'y en a aucune confiance. Donc avec les deux schémas, je voudrais juste montrer que je me suis rendu compte de l'immense complexité qui a lieu là-bas sur cette terre à Saskatchewan, à Saskatoon, et donc je me suis vraiment demandé qu'est-ce que moi je peux faire dans cet endroit. Et c'est pour ça qu'en effet, ça m'aide à retomber sur ce que j'admire, l'universalité, ce concept d'universalité, même si, je sais, c'est un moment difficile, même dans l'art, avec ce concept-là, mais je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose que je peux vraiment partager. Et c'est pour ça, what can I learn from you? What can you learn from me? Je me suis dit, ça, je peux apprendre de chacun de vous quelque chose, et je peux vous apprendre quelque chose. Donc évidemment, avec cette idée d'une audience non exclusive que Natacha a mentionnée, avec l'idée de présence et production, que moi l'artiste est présent tout le temps, et je produis quelque chose, et donc je voudrais faire un workshop, et je l'appelle un critical workshop. J'appelle ça critical parce qu'il est un critique. Il est à critiquer ce que je fais, comme toujours en œuvre d'art, et à critiquer, et aussi c'est entre la vie et la mort. C'est pour ça que c'est un critical workshop. Ça, c'est le schéma que j'ai fait pour montrer le spectre aux révélations. C'est une dynamique qui est très importante pour moi. Je trouve comme artiste, je dois m'adresser à l'autre, à celui-là que je ne connais pas, à celui-là qui est un étranger pour moi, que peut-être qui ne s'intéresse pas à l'art, qui a d'autres problèmes de l'art. Je crois que c'est important, c'est dynamique et important. Et parce que moi je me pense, si moi je m'adresse directement déjà aux gens qui s'intéressent à l'art, je n'arrive pas à toucher l'autre. Et c'est pour ça, cette dynamique est importante, et c'est pour ça que je pense, si jamais j'arrive à toucher l'autre, il y a une chance, c'est clair, parce que ça s'appelle le schéma de l'audience non exclusive, que aussi celui-là qui s'intéresse à l'art est touché. Alors moi, j'ai fait un protocole très simple, j'ai dit, ça dure 28 jours, c'est un workshop, il est dans un endroit qui s'appelle Connect Gallery, dans ce musée. C'est tous les jours, je suis là, tous les jours de l'heure de l'ouverture du musée. Je voulais aussi que tout le monde qui participe peut avoir accès gratuit aux autres parties du musée. Je voulais que chacun, s'il apprend quelque chose à moi, aux autres, qu'il touche $100 canadiens, et j'ai dit, je veux être là tout le temps. Je fais un flyer, et je suis de nouveau allé dans cet endroit que je connaissais, que je visitais, comme l'Armée de Salut, par exemple, ou d'autres centres où les gens non exclusifs se retrouvent, et j'ai essayé d'informer les gens, de les inviter de venir à mon workshop. Et je me suis beaucoup douté, est-ce que quelqu'un va venir? Alors, il y a un élément important pour moi, et je voulais que les gens, ils ont les 100 Canadian dollars pour ce qu'ils offrent en échange à nous, ce qu'ils nous apprennent. Et ça, c'est évidemment une problématique, on peut dire. Moi, je l'ai fait parce que je pense... je voulais être sérieux, je pense que ça mérite un salaire en quelque sorte. Je voulais aussi partager quelque chose parce que c'est l'argent du projet, n'est-ce pas? Du projet, c'est l'argent du projet. Je voulais aussi penser que, vous voyez, au musée, normalement, les gens vont au musée pour payer. Ils payent l'entrée, ils vont au bar ou au restaurant et à la fin, ils vont au shop.
Et je me suis dit, ben, peut-être le musée du futur, là on va aller au musée pour gagner d'argent. Je voulais ça, et j'ai voulu aussi poser la question au musée et résoudre avec le musée cette question de comment faire ça. Et là, je dois dire, le musée a été formidable, parce qu'on a trouvé un moyen très simple, comment tout le monde qui vient et qui fait une lecture, comment il peut être payé. Donc, on a fait une sorte de... j'ai dû remplir juste une sorte de bordereau avec le nom et la date et l'intitulé de cette lecture. Et ensuite, cette personne a pu aller à l'entrée du musée, à l'accueil. Et là, il y avait une enveloppe avec $100 cash que chacun a pu prendre. Donc, je trouve, le musée a trouvé vraiment une solution très, très efficace et très juste à l'auteur de ce projet. Je montre cette image par rapport aux couvertures rouges. Parce que je parlais avec des indigènes, des gens avec qui je travaillais. Moi, je demandais comment je fais. Est-ce que c'est acceptable de donner de l'argent? Évidemment, c'est acceptable de donner de l'argent. Beaucoup de gens ont besoin d'argent, mais dans l'habitude, c'est d'offrir, de considérer ça comme une offrande. Et on offre soit du tabac ou soit une couverture. Et donc, là aussi, le musée était formidable avec moi. On a acheté beaucoup de couvertures et comme ça, chacun qui a donc fait une lecture, obtenu une couverture et en même temps ce papier où après où il peut chercher les $100. Ça, aussi quelque chose par rapport à l'économie qui me tient à cœur, c'est que on était juste au premier étage, au rez-de-chaussée, et ici, au rez-de-chaussée, l'entrée est libre et gratuite tout le temps dans cette galerie qui était allouée à mon projet. Mais au premier étage et au deuxième étage, il a fallu payer. Donc moi, vous voyez, moi je trouve c'est dommage. Et donc j'ai essayé aussi de trouver une solution que pendant mon workshop, tout le monde qui vient à l'occasion de visiter le deuxième et le troisième étage du musée, qui font des expositions. Par exemple, actuellement, une exposition de Jimmy Durham, une grande exposition dans ce musée, qui peuvent le visiter gratuitement. Et donc, j'étais content que quelque part ça fonctionnait. Les gens, ils ont pris un bracelet pour aller gratuitement visiter de l'art. Alors, ce workshop était donc, comme j'ai dit, 28 jours où j'étais là et où j'ai essayé d'établir un contact et donc d'apprendre et aussi de m'impliquer. Donc là, le lieu, ça c'est le Connect Gallery, relativement petit, 250 mètres carrés. Moi, ce qui est important dans ce lieu, j'ai voulu que c'est complètement le transformer. J'ai donc changé le sol, le mur, la lumière. J'ai même mis des poutres qui sont des faux poutres en quelque sorte. C'est important pour moi de créer un espace accueillant et un espace de travail, un espace où quelqu'un a déjà travaillé. Et c'est pour ça qu'il y avait des outils ici et aussi du matériel. J'ai voulu faire un espace qui est non intimidant, comme parfois les espaces de l'art peuvent être. Des fois, il y avait, surtout au début, il y avait peu de gens, mais de plus en plus, il y avait de plus en plus de gens qui sont venus et qui ont participé à cette workshop. Alors moi j'ai fait une sorte de liste, ça c'est tout au début, il y en avait 6 lectures le premier jour et j'avais donc entrepris de noter toutes les thématiques des lectures qui étaient, ou des sharing qui étaient là, et à la fin de ce workshop on avait 418 sharing dans cette workshop. Alors moi-même j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de la culture, de la tradition du peuple indigène. J'ai appris énormément des valeurs magnifiques, des valeurs universelles d'ailleurs. J'ai appris de leur histoire et j'ai appris aussi de leurs difficultés
Et donc pour moi déjà, j'ai pu apprendre énormément. Ce qui me touchait, c'est que les gens participaient. Ils posaient des questions, ils voulaient savoir plus. Et ce qui me touchait aussi, c'est que les gens étaient aussi prêts à écouter, à vraiment passer parfois toute la journée pour apprendre quelque chose. Ça, c'est juste une des images. C'est un jeune artiste qui a fait cette peinture. Elle représente une image de cette terrible expérience que les indigènes ont eue pour presque 150 ans au Canada souffrir. C'est le Indian Residential School. C'est-à-dire, on a pris des enfants à 5 ans, peut-être même plus jeunes, et on les a mis dans les écoles des chrétiens, des bonnes sœurs, et on leur a interdit de parler leur langue, et on les a en quelque sorte voulu éduquer. Et c'est quelque chose de traumatique pour ce peuple-là, et encore des générations, même encore aujourd'hui, heureusement ça s'est arrêté, mais pas très longtemps, il y a 25 ans, encore il y a la dernière école qui a fermé au Canada. Et donc cette image représente ce petit garçon où on coupe comme premier geste quand il arrive dans cette residential school, on lui coupe les cheveux, qu'il avait évidemment jamais coupés auparavant. Donc, beaucoup de gens sans excuse, je trouvais des excuses, mais beaucoup de gens ont des troubles par rapport à ça, même si ils n'ont pas directement été confrontés à ça. Donc, ce qui m'a vraiment fait plaisir, en quelque sorte, c'est mon idée du public non exclusif m'a amené à la fois à impliquer tout le monde, vraiment les petits, il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des gens âgés, et aussi justement par rapport à cette situation à Saskatoon, les First Nations, gens qui sont venus, qui ont partagé leur savoir, qui ont partagé quelque chose qui leur est cher et qui leur est importante et que peut-être aussi leur a aidé à surmonter de tous ces traumas. On avait une cuisine, les gens sont venus pour nous montrer comment on fait des pancakes. Il y avait donc énormément de différentes lectures. Quelque chose qui m'a évidemment un peu étonné, c'est qu'au début, j'ai pensé vraiment les gens vont m'apprendre à faire des avions en papier, comment siffler, par exemple, danser, etc. Mais beaucoup de ces gens ont parlé de leur expérience de vie, qui était le plus souvent vraiment difficile, complexe, mais aussi très, très intéressant. Et donc moi, j'ai avec cette simple idée, partage avec moi une expérience ou quelque chose qui est en tant que ta compétence. J'ai pu m'impliquer à plein et c'était ça, quelques images que je voulais montrer. Alors, un workshop comme ça ne marche, et ça c'est mon expérience, un peu, il y a toujours quelques personnes, moi j'appelle ça le hardcore. Et ça, c'est des gens, pour une raison ou une autre, qui sont tout le temps là. Et c'est magnifique, ça c'est Johnny. Et ça, c'est un artiste qui, pendant tous ces workshops, je trouvais magnifique, il utilisait ce qu'on avait, la photocopieuse, le printer, la peinture, et il faisait des displays toujours très liés à son avenir aussi, parce que c'est sa nièce, il a impliqué sa nièce, et en même temps son héritage et son histoire. Et donc lui-même, il a développé ça, et il a partagé ça, il est venu avec... de temps en temps avec un nouveau paravent et il la montre. Une autre personne, c'est Elisabeth. Et d'ailleurs, moi, à un moment donné, j'ai demandé à Elisabeth,
pourquoi vous venez là et quand est-ce que je vous rencontre? Moi, j'étais à l'armée de salut, une fois où j'étais à l'armée de salut. Et j'étais content, parce que quand moi j'étais à l'armée de salut, avec mon flyer, j'ai dit, personne ne va venir, n'est-ce pas? Mais là, elle m'a dit, si, moi j'étais là. Et alors, Elisabeth, elle venait beaucoup aussi, et elle avait une énorme, riche savoir de la culture indigène, et elle a partagé. Mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est qu'elle était juste là aussi toute la journée, elle a participé, elle a aidé, elle a amené sa famille, elle a aussi, ici par exemple, elle faisait la traduction dans la langue cri, et donc c'était un élément qui comptait beaucoup pour moi dans ce workshop. C'est pour ça que je l'appelle hardcore. Et le dernier, c'est Brody, un jeune qui venait tous les jours, en fait. Et il a préparé une lecture qu'il a appris la veille sur Google. Il est allé sur Google, il a écrit, il a transcrit sur du papier, et après il a fait une lecture de ça. Et j'ai trouvé ça magnifique, son idée d'abord, mais aussi, j'étais tous les jours, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? C'est de là, Leonardo da Vinci, justement comment on construit un igloo, la schizophrénie ou les arbres à Saskatoon. Et donc lui, il m'a un peu, peut-être quelques-uns de vous connaissent, je pensais à lui, vous voyez, c'est le personnage Joseph Chancoteau que Jacques Rancière, dans son magnifique livre, le Ignorant Schoolmaster, décrit, j'ai dû penser à Brody, ça, par rapport à ça. Ah ben voilà, merci. On a encore 10 minutes. Je vais tout d'abord remercier, et puis peut-être parce que ça montre bien en fait la façon dont tu t'engages dès le début dans un projet, parce que c'est pas le seul que tu as fait de cette manière-là. Chaque fois, c'est évidemment avec un contexte qui sont vraiment très variés, et avec les institutions surtout qui sont aussi très variées. Donc pas seulement que tu établis, comme tu as dit, tout un protocole, mais c'est toute une éthique que tu proposes, et que sans cette éthique-là, j'imagine que s'ils n'adhèrent pas, si une institution ne remplit pas toutes tes expectations, j'imagine que ça peut être un peu chaud. Et donc c'est pour ça que je trouve ce qui est très important, c'est en fait ce regard que tu portes, qui n'est pas un regard seulement de quelqu'un qui va découvrir quelque chose dans l'autre, et puis cela va faire le contenu du projet. Mais c'est vraiment, comme tu fais ici, ce geste très important de l'économie, en fait, de l'économie de l'échange. Trop souvent, quand on a dans le monde de l'art contemporain les projets soi-disant de participation, ou des projets qui sont engagés socialement, ou qui s'engagent à travailler avec des communautés, trop souvent, dans l'histoire récente de l'art contemporain, ça passe à côté, ça reste sur disons, toute la communication, tout le benefit de visibilité part sur l'artiste. Et en fait, là où je trouve où tu es très conséquent, parce que c'est pas la première fois, c'est que ces gens-là sont pour toi les co-auteurs de ce que tu fais. Est-ce que tu es d'accord ou... Oui, tout à fait. Donc, du coup, tu parles aussi de la notion de authorship, n'est-ce pas, qui, comme tu nommes, c'est co-authorship, mais aussi non partagé. Et, comme j'ai toujours pas très bien saisi, est-ce que tu peux dire justement sur le cas... Ça s'appelle la responsabilité d'auteur non partagée. Mais en effet, tu as très raison. Moi, je suis un artiste. Je ne représente pas l'institution, mais l'institution m'invite. Je suis loyal avec l'institution. Mais mon travail était un petit modèle. Comment moi, comme artiste, je vois une institution comme un musée, gratuit,
gratuit, accès pour tout le monde, ouvert tout le temps, et qu'un lieu pour être, un lieu pour discuter, un lieu pour produire quelque chose. Et en effet, ça a beaucoup aidé que je suis ami avec le directeur Gregory Burke, avec qui j'ai déjà travaillé, et aussi avec la curatrice Sandra Guimarães, avec qui j'ai déjà travaillé, et c'est eux qui m'ont invité de faire ce projet. Mais malgré ça, j'ai dû évidemment lutter pour avoir les moyens pour le faire. Mais c'est normal, je ne me plains pas, c'est normal, parce que je propose quelque chose, un modèle, n'est-ce pas, du futur. Et d'ailleurs, j'étais un peu étonné par rapport à ce musée-là, comme vite. Or, il était tout nouveau, ce musée. J'étais étonné comment, tout de suite, tout était déjà là. Les gens de sécurité, les petites, vous voyez, les choses pour ne pas passer là ou là. J'étais étonné que ça se passe presque normalement. Or, c'est un tout nouveau musée. Et où là-bas, la cafétéria, où on n'ose pas y aller parce qu'elle est trop chic, ou le souvenir shop, où comme on rentre dans le souvenir shop, tout de suite il y a des choses inutiles, n'est-ce pas? Donc j'étais étonné que comment ça se passe presque automatiquement. Alors pour ta question de la responsabilité d'auteurs non partagés, j'ai fait un schéma qui est... C'est important, non, c'est important parce que c'est moi qui l'ai inventé, c'est un peu compliqué à comprendre. Je ne sais pas, est-ce que vous verrez peut-être pas ça de si loin, mais il est très important de comprendre. Le problème aujourd'hui, tout le monde part toujours de 100%. Et après, on dit oui, après on partage le gâteau ou le camembert, comme on dit en France. C'est-à-dire, ça diminue toujours. Quelqu'un dit, oui, moi je suis 50%, ou toi tu es 30%, ou moi je suis juste 10%. Et c'est le vieux modèle. Le côté, ça se diminue toujours. C'est vieux, c'est dommage parce que c'est toujours moins que 100. Or, je ne sortais pas comme ça. Je ne peux pas dire, là par exemple, ce projet, c'est moi qui ai 99%, ou moi je suis 10% ou 50%. Non. Moi j'ai dit, je suis 100%. 100%. Et c'est ça, le authorship non partagé. Mais les 100%, et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça que j'ai essayé avec mon schéma de faire, les 100% sont mes 100%. Ce que je veux, ce que je souhaite, ce qui est mon utopie, c'est que quelqu'un d'autre dit, moi aussi, c'est 100%. Et qu'après, il y a 200%, 300%, 1000, 10 000. Parce que du coup, il n'y a plus une diminution, mais une addition, une multiplication, et il y a une dynamique. Et c'est pour ça, c'est un schéma, c'est un modèle, mais ça m'aide beaucoup, parce que sinon, on n'arrive plus avec ce modèle de dire, oui, moi je suis que la moitié, ou je suis trop 30%, ou etc. Et c'est pour ça, et je l'appelais non-shared, ou unshared plutôt, unshared authorship, c'est-à-dire, non, justement, additionner, et pas couper, et c'est pour ça, comme ça. Et peut-être ouais. J'imagine qu'il y aura peut-être d'autres questions, mais juste une toute petite, mais aussi importante question. C'est pour moi, est-ce que tu fais et comment tu fais la suivi une fois quand tu pars, quand tu es parti de ce lieu-là, par exemple. Est-ce que tu as le temps ou tu as la curiosité de rester en contact avec ces gens-là? Ou comment tu fais? Est-ce que tu engages aussi l'institution de faire un suivi? Parce que c'est important, puisque tu injectes, comme tu dis, un modèle, tu proposes, pour ne pas utiliser le mot injecter, tu proposes un modèle qui dure un certain temps. Et donc la suite,
Oui, évidemment, ça ne va pas continuer comme moi j'y étais là, parce que c'est moi qui étais là, mais en même temps, évidemment, ils ont par exemple un département Education Department, et on a fait le contact pendant la durée du workshop avec la personne qui s'en occupe, et le musée. Avant, au début, ils étaient un peu sceptiques, mais avec ce qui s'est passé, ils ont quand même compris que c'était quelque chose de très important, notamment que quand même... que le First Nation public est venu dans leur musée, parce que, bon, d'habitude on ne peut pas dire, parce que c'est tout nouveau, mais c'est un peu, le pari ou le rêve, ou c'est important de les impliquer. Donc, ils suivent. Moi, j'ai établi quelque chose que je ne dois pas suivre, qui s'appelle l'amitié. Donc, où je peux le suivre épistolaire, et je n'ai pas besoin. C'est une amitié avec, peut-être pas avec tout le monde, mais avec quelques personnes, je l'ai gardé, et eux l'ont, et ils l'ont gardé. Donc, je pense, et aussi, ce que j'ai toujours dit aux gens aussi, qui sont venus, que c'est aussi à eux d'exiger d'aller au musée. C'est aussi leur musée. Et c'est pas seulement parce que moi je viens maintenant et je fais cette workshop. Je les ai invités. J'essaie de les provoquer pour dire, mais vous aussi, vous devez aller au musée, au vernissage, et dire, c'est aussi notre musée ici. Donc c'est aussi de ce côté-là que j'ai de l'espoir que ça continue. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question, peut-être? Par curiosité, c'était quoi le dépense totale de cette mois de... Alors, c'était 40, parce qu'on a fait 418 lectures à 100 €, donc ça fait 41 800. Que le musée a payé. D'autres questions? Non. D'accord. Ah oui, s'il vous plaît. Je vous remercie pour ce projet magnifique, parce que ça m'a inspiré au Canada, ici en France, à Paris, et même au musée du Louvre. Est-ce qu'on peut l'appliquer avec notamment l'enveloppe de 100 €? Non, mais moi, mes projets, ça, je ne sais pas les lieux. Moi, j'essaie de faire un travail qui, justement, basé sur l'idée de l'universalité que moi j'ai, qui est juste la mienne. Donc, ça doit pouvoir, je ne dis pas fonctionner, mais ça doit se faire partout, avec d'autres gens, évidemment. C'est mon idée, n'est-ce pas? Je ne fais pas ça spécifiquement pour tel et tel groupe de gens, je le fais justement pour le public non exclusif. Le public non exclusif, il est partout, il y en a partout. Donc oui, normalement, c'est fait à faire dans d'autres endroits et dans d'autres institutions. Merci beaucoup à vous deux.